On est à Gatineau, près des locaux d'Itinérance Zéro, et on va aller parler itinérance avec Ben Leblanc. Ben, ça me fait plaisir de discuter avec toi encore une fois d'itinérance, malgré qu'on voudrait donc que le sujet disparaisse, mais on sait bien que, bon, ça risque d'être là à jamais. Hein. Mais j'aimerais ça qu'on prenne le temps de revenir en arrière pour parler des débuts de l'organisme. Comment c'est parti Itinérance Zéro? Si je débute du début, j'ai fait une tentative de suicide en novembre 2013. Donc, à partir de là, heureusement, je ne suis pas mort, mais... ou malheureusement. Mais, heureusement, non, mais c'est à partir de là... Ben, tu sais, j'ai été à l'hôpital, il y a quelques jours, des suivis, là, tu rencontres des gens aussi qui ont tenté de s'enlever la vie. Moi, je l'ai fait à l'époque parce que je faisais des crises d'anxiété. Il y a des bouts, puis on ne savait pas c'était quoi vraiment. Il y a des bouts, j'avais de la difficulté à sortir de chez nous, c'est toujours, tu dis, je t'apprends à faire une crise de cœur, ça ne fonctionne pas. Je savais pas c'était quoi, on ne connaissait pas ça. Puis c'était pas tant populaire à l'époque comme aujourd'hui. Ouais. Donc, moi, j'ai rencontré une personne en particulier à l'époque. Puis là, ben, tu parles, les deux, c'est sûr qu'on est passé par là, on est dans les mêmes services. Là. Puis lui, il disait, ben, tu me croiras pas. Il dit, moi, il dit, il appelle ça des crises paniques. Puis j'ai de la difficulté à aller chez nous. Je suis même plus capable d'aller faire ma job. Il est entrepreneur, là, monsieur. Puis il dit, ben, moi, j'ai tout perdu. Mais là, ça m'a ramené dans le temps quand il a dit dans la rue. Moi, j'ai un de mes amis, Jean-François Poulain, on l'appelait Poney. À l'époque, il était allé à Montréal, il a travaillé en restauration, puis, tu sais, il avait des idées de grandeur, puis ça n'a pas fonctionné, ces trucs. Donc, lui, tu sais, d'échecs en situation difficile, puis au niveau financier, monétaire, etc., bien, il s'est pendu dans le carré Jarry à Montréal. Puis j'avais dit à l'époque à sa sœur, Isabelle, j'avais dit, à un moment donné, je vais essayer de voir comment je peux aider ces gens-là, parce que ça m'avait fait de quoi, parce que c'est un de mes... On peut considérer un de mes meilleurs amis, là. Puis, tu sais, je l'ai connu des années, on a joué au hockey ensemble, ses parents connaissaient les miens, etc. Mais, ouais, ça m'avait touché, là, ce truc-là. Mais pour être bien honnête, en 2013, j'avais complètement oublié. Puis avec le discours de ce monsieur-là, je lui ai dit, ben écoute, ça m'a ramené là. Je lui ai dit, je vais le faire, mais je ne ferai pas de miracle, là. Je ne changerai pas la donne, là. Je n'ai pas ces connaissances-là. J'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Mais je dis au moins, si je peux m'aider 2, 3, puis surtout, ça peut m'aider moi aussi. Parce qu'il y a des anxieux à la rue, ça a été ça, l'élément déclencheur. À partir de là, on faisait des petites sorties. La première sortie, je me rappelle, j'avais juste pogné un 12 à latine, puis 12 beignes. Puis j'étais allé où j'étais mis, puis je jasais le monde dehors. Je vais faire du café, des beignes, comme il y en a beaucoup qui font. Les gens venaient, puis je disais, ah, ben mon Dieu, ils sont sympathiques. J'aimais ça. T'sais. Fait que là, j'ai retourné quelques fois. Quand le beau temps est arrivé, il y a quelques bénévoles c'était même pas des bénévoles à l'époque, c'était quelques amis Facebook qui ont dit, ben moi, là, je suis bonne, je cuisine des mets chinois, telle chose, je peux apporter ça. L'autre, ben moi, je peux faire un pâté chinois, l'autre, je peux faire ci, ça. Fait qu'on s'est ramassé dans le cours du GTMI. On n'avait pas de motorisé à l'époque. J'avais ma vieille remorque là, que j'utilisais pour l'entretien paysager. Fait qu'on mettait une table là-dedans, on s'installait dans le stationnement où j'étais mis, puis on servait. Puis quand on est venu à bout de servir 10-12 repas, là, c'était le party, là, c'était gros. Là. On était fiers de nous autres. Il y a quelque chose, tu dis, ben on vient de starter quelque chose de le fun, tu sais. Mais ça, on le faisait une fois par mois à peu près. Puis à un moment donné, une de mes amies a dit, pourquoi tu ne crées pas une page au lieu que ça se passe tout ça à la tienne? Puis surtout, tu écris bien des niaiseries, ça pourrait discréditer. Fait que je dis, tu as peut-être raison, mais ça mènera à rien, là. Fait qu'à un moment donné, on était 10-12 membres de la page Itinérance Zéro. Quand on pognait 20-30, là, on trouvait qu'on était big, là. On n'avait aucune idée que ça allait devenir là. Moi, je pensais que ça aurait saturé, ça aurait plafonné là. Mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Puis ça nous a permis d'être où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui aussi. Les réseaux
réseaux sociaux ont joué quand même un bon rôle dans l'intérêt envers l'organisme, je pense, parce que s'il y a bien quelque chose que j'ai remarqué à l'époque, c'est comment le mouvement a pris de l'ampleur sur Facebook. Oui, sur Facebook, surtout à l'époque où j'avais une petite révolte guerrière justicière, là, si on veut. Là. Quand je voyais des trucs qui faisaient pas de sens, si on prend exemple, tu sais, quand ils ont ouvert l'aréna Gartin pour mettre des jeux, je te dis pas que c'est à cause de moi, mais je sais que j'ai accéléré les choses. Puis je me souviens, une vidéo à l'époque, j'étais sur le bord de la rivière, puis je donnais un exemple. Je sais, là, on regarde, l'hiver s'en vient, on va regarder mourir combien de temps dans la rue. Tu sais, l'aréna est là, tout est là. Puis ça fait des mois qu'on est des tables de concertation, des consultations. Il n'y a absolument rien qui a bougé. Puis là, on se rend compte, là, les petites tables, les petits lunchs, les sessions, il n'y a rien qui bouge. Puis là, je disais, c'est une thématique dans le sens, je suis sur le bord de la rivière, là, je pointais à la rivière, puis je disais, s'il y a quelqu'un qui se naille, là, on ne se fait pas une petite table, savoir comment on va faire pour le sortir, puis après ça, qu'est-ce qu'on va mettre comme clôture, là? Non, dans l'urgence, on va y aller, on va le ramasser, on va le sortir. Puis là, on mettra des clôtures, pas que les gens y aillent. On va agir selon le besoin du moment. J'ai dit, là, on n'est pas là. Politiquement, c'est de la merde, puis je suis déçu, puis je parlais comme ça. Puis là, j'avais dit, je dis, ce matin, là, c'est un jeudi. Je dis, regarde bien, moi, je m'ai levé. Ça fait des mois qu'on a des tables. J'ai dit, moi, là, ça a pris 1 heure et demie maximum. J'ai appelé Brigitte, une amie chez Bouladier. J'ai expliqué, j'ai dit, je veux mettre des roulottes de construction, là. Mettons 4. Je vais en mettre 4, là, puis, tu sais, chauffer, parce que là, c'est en urgence, là, Tu me ferais ça à combien? J'ai peut-être quelques amis entrepreneurs qui mettraient une couple de piastres pour démarrer ça. Là, elle dit, parle-moi de ton projet. Là, je lui ai dit, je veux juste faire des endroits où ils vont pas au moins aller dormir, puis c'est chauffé, puis, il n'y avait pas de toilette, il n'y avait rien, mais c'était mieux ça que rien. Elle avait dit, tu sais quoi? Je te les paye gratuit. Pendant si longtemps. Fait que là, elle me rappelle, 1h30 après, elle dit, je viens de parler à Remorquage Tintin, il va les déplacer, il va te les installer gratuits. Ensuite, elle m'appelle, elle dit, il y a un autre partenaire qui va prêter une grosse génératrice diesel, puis on a un fournisseur, je me souviens pas si c'est les huiles Raymond, je me souviens pas, mais lui, il serait venu mettre du diesel dans la génératrice. À chaque fois, là, puis tout ça, là, c'était gratuit. On partait de rien. Puis là, j'avais lancé un ultimatum aux politiques, puis surtout à la ville, à l'époque, à Maxime Penneau-Jobin. J'ai dit, moi, lundi, à 3h30, c'est up and go. Je vous défie de venir l'enlever. Parce qu'on va nous entendre à la grandeur du pays. Je vais pousser ça loin. Mais ça a forcé la négociation, puis c'est de là que l'aréna a ouvert. C'est pas là aussi le pourquoi il y a eu autant d'intérêt envers l'organisme, c'est qu'on avait l'impression qu'Itinérance Zéro avait des solutions concrètes puis immédiates dans l'urgence de la situation. Oui. Dans plusieurs fois à travers les années. Oui, puis ceux qui nous ont critiqués, puis qui ont sans nommer le nom, qui disent, ils n'ont pas accompli grand-chose. Si tu regardes, il y a beaucoup de grands projets qui sont nés de nos idées. Mais c'est juste que quand ça venait de nous autres, bof, on a tout expliqué, etc. Bon, les roulottes qu'il y a présentement, Transition, là, c'est une idée de Michel Lorrain, ça, un entrepreneur qui était en Alberta à l'époque. Moi, je suis ami avec pas sa fille, avec sa sœur. Puis on parlait, puis il lui faisait des dons à l'époque, Indico. Puis, lui, il avait descendu, il avait dit, écoute, si on prend des conteneurs, c'est pas 103 petites chambres. Ce ne sera pas parfait, puis ce ne sera pas une grosse appart, mais ça va être ça. Tout le monde a dessus, tout le monde a dit non. Aujourd'hui, regarde, c'est quoi qui est là. Mais la formule était différente avec nous autres, par exemple. Il n'y avait pas de fiducie obligatoire, bien là, ça a changé. Mais tu sais, il y avait un paquet de trucs, là, puis on venait pas à bout d'avoir d'intérêt ou de financement. Mais ça, c'est en 2015. Là. Puis là, ben ça a pris une dizaine d'années, puis c'est ça. À un moment donné, on commençait à servir un peu plus de repas. Puis il y avait Pascal Leduc, puis sa conjointe, puis sa fille qui venait à l'époque. Puis là, ben, je sais pas si tu te souviens, il y avait Léon Cardin, le travailleur de rue du Cipto. Il était à punk un peu, il avait son gros chien. C'était comme une icône en travail de rue en Outaouais. Lui, il dit, c'est cool ton affaire, ça me fait penser à Pops à Montréal. Je connais pas ça.
Il dit, oui, il y a un autobus, il se promène, il donne des hot dogs, le monde rentre, il fait de l'intervention, puis il dit exactement où est-ce qu'on l'a besoin. Je dis, c'est bien cool, on fait ça. Il dit, ben non, on peut pas, c'est trop gros, ça fonctionnera pas. Ça a pris des années, puis ben, j'ai dit, l'idée m'intéresse. Je ne dis pas que ça va être demain matin, mais fait que là, je commençais à en parler dans mon cercle autour. À un moment donné, si on peut faire une levée de fonds, que je vais contribuer moi aussi, etc., on va acheter un ancien motorisé, pas neuf, puis ça va être ça pour faire ça. Mais Colin, le beau-père à Pascal Leduc, lui, il a entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. Il a appelé Pascal, mais il a appelé sa fille, puis il a dit, sais-tu quoi, si c'est pour faire ce projet-là, il dit, moi, j'ai plus la santé que mes poumons, on s'en sert plus, je lui donne. Je lui donne, puis il nous a laissé rouler avec ses plaques, ses essences pendant 1 an de temps. Le temps qu'on peut se ramasser un petit peu de sous. Mais là, tu sais, on voulait faire un reçu en bonne et due forme, puis on ne voulait pas transférer ça au nom de Benoît Leblanc. Parce que, tu sais, s'il arrive quelque chose, c'est pas pour moi le motorisé, c'est pour les gens de la rue. Fait que pour officialiser ça, Pascal, lui, il est habitué là, dans la bureaucratie, tu sais, il gère le patrimoine, puis ces choses-là, puis les CELI, puis fait que la bureaucratie, lui, c'est à son domaine. J'ai dit, ben, je sais pas quoi faire. Là, on parlait, puis peut-être créer une OBNL. Là. Je dis, ouais, je connais pas ça. Là, je check en ligne, c'est 150$, puis je comprends rien. Fait que là, lui, il dit, ben, il est allé voir. Fait que là, il a créé l'organisme, puis il a payé, ça coûtait 150$, je pense, à l'époque. Mais lui, il a tout payé ça, puis ça a débuté là, vraiment. Avec la page Facebook, à l'époque, on était rendu, on était gros, peut-être 200 followers sur la page. Okay. Mais tu sais, on le faisait pas pour le mérite, pour être connu. En fait, ça va sembler égoïste. Au début, on le faisait aussi pour nous autres, parce que ça fait du bien d'aider les gens. Tu te sens mieux, tu te sens plus léger. Tes problèmes, tu les prends plus qu'il y a un point-virgule, parce que tu dis... Une autre perspective. Ben moi, je n'ai pas à m'en dire. J'ai de la misère, je la connais plus. Là. Je pensais que j'étais dedans. Je connais plus ça. Tu as des comparatifs. Fait que ça... En gros, ça a démarré là. Mais je pense pas qu'on aurait été si connus si j'avais pas agi de la façon... Tu sais, oui, des fois, ça semblait autoritaire, ça semblait, bon, à la limite... Il fallait brasser un peu des fois. Il fallait brasser. Il faut que tu brasses la cage. Tu sais, à un moment donné, à l'époque, là, ça a changé de direction, mais la soupière de l'amitié, tu sais, quand c'est férié, c'est fermé. Fermé fin de semaine, 2 semaines à l'été, 2 semaines dans le temps des fêtes. Là, ça me fâchait. Puis là, je disais, ben laisse-moi t'aider. Moi, on a assez de bénévoles. Là, la cuisine, elle va continuer des fins de semaine. Puis ça, on va juste prendre ton installation, parce que c'est ta clientèle. On va y supporter pendant ce temps-là. Ça avait été refusé. Je me suis dit, pas mais good. On va aller stationner avec le motorisé, puis on va nourrir ces gens-là. Là, c'était vu comme un affront. Tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'étais assis chez nous. Il y avait une dame à l'époque qui disait, tu sais, il y a beaucoup le truc, touche pas à mes pauvres. Je créais pas ça. Mais là, je comprenais pas. J'étais sur le cul, comme on dit, je peux pas comprendre. Pour qu'est-ce que ça te dérange? On sert des repas. Tu sais, puis une compétition de quoi? Ils sont gratuits, les repas. Tu sais, à l'époque, on avait 42 000 de subventions. C'est pas moi qui te vole ton financement. Puis c'était pas le but, là. Parlons-en de la distribution de repas avec le motorisé. Ça ressemble à quoi? Parce que tu sais, quand vous avez commencé, tu disais que c'était une douzaine de repas à peu près que vous faisiez, des gens qui s'étaient regroupés. Aujourd'hui, c'est quoi? Entre 160 et 200 repas par sortie. Puis combien de sorties par semaine? Ben écoute, là maintenant, on a parce qu'on a fermé la marmite à Joe par manque de financement. Okay. Ça, c'est à 200 repas, entre 150 et 200 repas par jour, à part des distributions. Okay. Mais là, on a Notre-Dame le mercredi, le dimanche, le samedi, on a le Vieux Hall, le lundi, on a le Vieux Hall, dimanche, Notre-Dame, je l'ai dit, puis il y a Pointe-Gatineau le mardi. Wow. Mais ça, c'est pas loin de 5000 repas par mois. Mais c'est tous des repas gratuits. Puis là, ben, à un moment donné, il y avait des petites critiques dans le sens que
Oui, mais tu nourris pas juste les sans-abri. Oui et non. Quelqu'un là, qui fait l'effort de travailler, puis que, tu sais, il bûche pour s'en sortir, tu peux être étudiant, ça peut être n'importe quoi. On ne connaît pas les gens. Mais si tu prends la peine de te déplacer pour venir chercher un repas pour toi et tes 2 ou 3 enfants sur un autobus qui est marqué itinérant 0, je te dirais que oui, tu as sûrement besoin. Ben, juste d'avoir le courage de le faire, ça demande déjà beaucoup. Fait que je questionne pas. Si le monsieur arrive en véhicule de luxe puis qu'il vient ramasser 2 repas, ben je vais lui donner pareil. Les gens ne comprenaient pas. Je dis, oui, pour toi, il y a de l'air riche. On n'a aucune idée de ce qu'il vit présentement. Oui, parce que c'est une réalité d'aujourd'hui aussi. Le visage de l'itinérance ou des gens dans le besoin est différent de ce qu'il était il y a 10 ans. Très, très, très différent. Au début, des gens aisés, monde en appartement, je te dis pas qu'il n'y en avait pas, mais on les voyait moins. C'était moins présent. Mais le locatif, il était beaucoup moins cher, les appartements. Fait qu'on dirait qu'il n'y a pas... Je sais pas si c'est parce que les tabous ils ont tombé face à ça, mais le locatif, on le voit partout, ça a explosé. Ouais. Puis tout est cher, tout est super dispendieux. Des gens qui ont des véhicules pas trop vieux, tu dis non, il y a de l'air correct dans la vie, qui dort dedans. C'est pas rare, là. C'est pas rare. Mais c'est une réalité qui est à Gatineau, puis j'espère un jour voir la fin, mais je vois pas le bout. Non. Je te laisse sur une dernière question, puis je la trouve tellement importante, on en avait déjà discuté, mais souvent, on est sollicité. On voit dans Gatineau, là, à un coin de rue, il y a un itinérant qui veut nous approcher pour demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Comment réagir? Parce que souvent, les gens ont dit qu'ils ne savent pas. Je devrais-tu donner? Je devrais pas donner? C'est quoi la meilleure chose à faire? Bien, premièrement, c'est de ne pas ignorer la personne. Tu sais, même si tu n'as pas une scène à donner, tu dis, bien, j'en donnerai. Ces gens-là, là, c'est des êtres humains invisibles. Les gens, pour ne pas être obligés de le parler, quand ils passent à côté, ils vont les fuir du regard, ils ignorent totalement. Juste le fait que tu prennes 2 minutes, bonjour, un sourire, ça change toute une vie. Puis un autre truc que j'ai commencé à montrer à mes amis, que je fais depuis 2 ans, ça me coûte beaucoup plus cher dans mes dépenses. Là. Quand je vais au dépanneur, tu sais, la personne est là, on s'entend, c'est pas des jobs super payants, là, mais ils font l'effort, etc. Moi, comme punition, parce que je suis allé encore au dépanneur, ce que je fais, puis là, sûrement, là, je ne sais pas si ça va sur une page publique, là, l'entrevue, éventuellement, mais ceux qui se reconnaissent, là, ceux qui sont courageux, que je les ai déjà faites, qui l'écrivent en dessous, vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Chaque fois que je vais au dépanneur depuis 2 ans, j'achète quelque chose pour le commis. Que ce soit, tu sais, bon, chocolat Reese, qui est souvent pas du cas. Je pogne ça, bon, ou quand je vais chercher un Pepsi, je m'en pogne 2, je pogne, ben là, je vais pogner un Pepsi de plus. Puis là, ben quand j'arrive, je paye. Au début, il y a un effet de surprise. Puis là, les gens, tu sais, tu payes tout. Là, je prends toutes mes affaires. Moi, je bois du Pepsi diète, j'en pogne un normal. Fait que là, ils mettent ça dans le sac, je le sors. Je dis non, ça, c'est pour toi. C'est un pourboire. Tu sais, avec les intérêts qu'on peut placer de pourboire, puis c'est ça. Mais c'est surprenant, la différence. Puis la joie de la personne. Parce que ce que je viens de dire, c'est que tu n'es pas invisible parce que tu travailles dans un dépanneur. Ta job, je te trouve sympathique, ta job est importante, je suis content que tu sois là. Juste ça, il y en a que ça fait 10-12 ans qu'ils ne l'ont pas entendu. Puis je trouve que c'est important, mais en itinérance, c'est la même chose. Si juste 2-3 minutes, puis tu y parles, hey, bonjour, tu n'es pas obligé d'avoir une discussion de 20 minutes avec. En passant, ben, hey, salut, chum, ça va? Puis là, il va dire oui, on dit toujours oui, c'est systématique. Là. Oui, ça va, mais juste ça, ça peut faire la différence entre une journée de marde et une journée qui semble meilleure que celle d'hier. On est à Gatineau pour rencontrer l'organisme VMSO qui est en charge des complexes Branchot-Brière et du centre Sludge Poppy. On va rencontrer le directeur général Alain Gagné, mais également le vice-président Robert Racicot. Robert, j'aimerais ça que vous m'expliquiez à la base comment l'organisme VMSO a débuté. D'où l'idée est partie. C'était quoi le projet à la base? Bien, il faut reculer même en 2006 où une première demande d'Alain Sancartier, qui est le président et un des fondateurs avec moi,
m'a demandé si je voulais m'impliquer dans la communauté à faire un autre projet. Parce qu'il savait que j'en faisais beaucoup dans la communauté. J'ai dit oui. Ça a pris un certain temps, là. On s'est rencontrés en 2007. Mais c'est en 2008 que c'est vraiment venu un peu plus près, où on avait une meilleure idée de ce qu'on voulait faire. On avait fait des approches. Il m'avait demandé principalement, parce que j'avais des contacts autant au niveau politique à Québec qu'avec la famille de Daniel Brière. OK. Robert Brière, son père et moi, on a arbitré longtemps au hockey ensemble, donc on se connaissait. Vous aviez des bons contacts. Fait qu'il m'avait demandé, et une fois qu'on avait fait ces approches-là, on a réussi à obtenir une première subvention du Centre local de développement, le CLD Gatineau, Oui. pour payer une étude de comptabilité pour déterminer si c'était rentable. Maintenant, on n'avait pas d'endroit, on avait besoin d'un espace, OK. et l'espace était voisin de Nicolas Gatineau, la polyvalente Nicolas Gatineau, et il fallait négocier avec le gouvernement sur la valeur potentielle du terrain. Maintenant, il a fallu premièrement, qu'on parle à nos gens politiques. On a eu une première réponse en février 2009, que oui, le Conseil des ministres est d'accord pour nous octroyer des montants d'argent pour faire le projet, mais il restait une chose importante à faire, c'est de vendre ça aux fonctionnaires. Ça fait qu'on a commencé par faire des voyages à Québec. On a rencontré des fonctionnaires. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on avait fait? On était tellement sûrs de notre projet qu'on a réussi à faire des études par des ingénieurs sur le sol. On était presque prêt à commencer, puis là, il arrive que le député local, il voulait avoir un centre de soccer intérieur. Fait que là, il fallait renégocier Revoir les avec plans. un autre ministère pour obtenir un autre accord. Et on voulait avoir gérer nous autres mêmes la construction. On voulait s'assurer que ça fonctionne. Oui. Et c'est ça qu'on a fait. VMSO possède, dans le fond, le complexe Branchot-Brière, qui était le premier complexe ouvert en 2013, 2012-2013. Et on a ici, depuis 2021, ouvert un nouveau complexe, là, le centre Slush Poppy. C'est une toute autre offre de service, là, parce qu'il y a également les spectacles. Oui. C'est un immense complexe. Oui. Comment ça s'est passé? Comment Ouais. tout ça s'est produit? Bien, c'est clair que c'est un apprentissage, tout ça, en 2021. Tu n'ouvres pas un aréna normal, tu n'ouvres pas un aréna de 1000 places, tu ouvres un amphithéâtre de 4000 places. Donc, l'adaptation, si on veut, la Ligue junior majeure du Québec, qui était un gros plus, sincèrement, pour la Ligue en général. C'était l'équipe la plus visitée de visiteurs en 2021, 2022, parce que 2021, la pandémie. Donc l'expérience client a été excellente, sincèrement. Puis je pense que depuis 2022, c'est excellent. Puis je pense que les gens sont au rendez-vous. Donc, on est très fiers de ça. Très fiers dans la Ligue, dans les 3 arénas les plus visités par les visiteurs. Donc, c'est quand même intéressant pour nous. On fait quand même beaucoup d'activités aussi que les gens ne savent pas. On fait du corporatif, on fait des salons, on a fait un spectacle privé de Sugar Sammy il n'y a pas tellement longtemps. C'était privé, mais on fait des choses comme ça. Donc, on profite bien de l'amphithéâtre, là, sincèrement. On arrive à faire... on a fait un bal de finissant vendredi passé, là, la polyvalente Le Carrefour. Il y a 1400 élèves. Quand même, oui. C'était quand même intéressant, puis c'est une belle ambiance. Donc, on profite vraiment de l'amphithéâtre. On profite de tout ça, là. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent? Est-ce que... Bien, c'est clair qu'il y a toujours des projets qu'on souhaite, qu'on veut ou qu'on regarde. On est partenaire de la Ville depuis quand même une douzaine d'années, 13 ans. On sait que la Ville veut évoluer aussi, que ce soit dans l'Ouest ou ailleurs, d'autres projets. On parle d'un dôme aussi qui va se faire bientôt. On va faire probablement un projet de glace artificielle l'hiver à Elmer à partir de novembre cette année. Donc oui, il y a d'autres projets. Il faut regarder ça. La Ville, on est très, très bonne relation avec la Ville. La collaboration, est-ce qu'elle est tellement bonne? Parce que j'ai compris qu'à la base, c'est l'organisme qui est allé proposer ces projets.
Mais j'imagine que peut-être que l'inverse se produit aujourd'hui puis que c'est la ville de Gatineau qui Oui. vous approche. J'aime tellement ton sourire. Non, mais c'est vrai, puis c'est ça aussi, parce que, tu sais, c'est sûr que l'avantage qu'on a vu avec le premier projet et même le deuxième projet, donc c'est sûr que là, on réalise que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, le citoyen et la ville de Gatineau. Donc, c'est sûr que là, exemple, Elmer, on se fait approcher pour aller aider, resurfacer, travailler avec la ville pour ce projet-là. Bien, tant mieux pour nous, tant mieux pour eux aussi. Tout le monde est gagnant. Donc, je pense que tout le monde... Puis sincèrement, on parle de Gatineau, mais je peux vous dire qu'on est partout dans le Québec actuellement. J'ai 4-5 villes à qui on parle actuellement. On parle de Chicoutimi, Lévis, Saint-Jean-de-Richelieu. Les villes sont curieux du projet, veulent savoir comment ça fonctionne, posent des questions. Ils sont super intéressés là, à ce qu'on aille plus loin avec eux, qu'on les explique, puis peut-être qu'on fasse un autre projet ailleurs avec eux. C'est parce que les infrastructures sont devenues vraiment lourdes à gérer pour les municipalités, les villes. Est-ce que c'est ça la solution gagnante, ce qu'une ville ne peut pas nécessairement faire? Bien, c'est un peu ça, mais la solution gagnante, c'est le modèle d'affaires qu'on a créé. Un modèle d'emprunt où l'organisme emprunte et rentabilise au prix du marché. Donc, dans le fond, ce qu'on dit, nous, c'est qu'on est capable d'emprunter dans ces infrastructures-là et de le rentabiliser jusqu'à un certain coût. Le modèle 50-50 que j'avais développé là, il y a quelques années. Donc, le but, c'est quand on pouvait emprunter environ 50 du coût de l'infrastructure et le rentabiliser. Et en plus, l'entretenir, comme Robert disait, l'entretenir sur une période de temps de 25-30 ans. Donc ça, c'est super intéressant parce que dans le fond, c'est que nous aussi, on est tributaire d'un emprunt, puis on rembourse l'emprunt, puis on a l'expertise pour développer des revenus qu'une ville n'a pas. Une ville ne développe pas de revenus. Non. Une ville, c'est des dépenses, puis tout simplement, là, c'est un budget de dépenses. Nous, on maximise, là, on fait quand même 10 millions de revenus là, avec les deux bâtisses. Là. Donc, c'est quand même considérable. Là. C'est vraiment considérable pour quelque chose qui, à la base, était un projet... Quasiment communautaire, tu sais, dans le fond. Et là, c'est revenu partenariat, revenu-dépenses, mais qui s'équilibre, qui est gagnant-gagnant. Puis c'est pour ça que les autres villes s'intéressent à ce modèle-là. Si on fait comme une récapitulation, on gère quoi en ce moment? On gère, 150 millions d'actifs, donc 2 bâtisses. On gère 70 employés. On gère 10 millions de revenus, 6 millions de dépenses, plus hypothèque. On gère beaucoup. C'est de l'économie pour la ville. C'est de l'économie sociale pour la ville, pour la communauté, pour le monde. Puis ce qui compte avant tout, c'est la qualité de la bâtisse, l'accessibilité aux gens. Sincèrement, je pense que tout le monde est content du résultat.